Est-ce que les tests dans votre organisation ressemblent à ça? Avec beaucoup de tests manuels, très peu de tests unitaires, un peu de tests au niveau service d'API, beaucoup de tests automatisés d'IHM et beaucoup de tests manuels ou exploratoires tout court. Ou plutôt à ça, beaucoup de tests unitaires. Un peu moins de tests service, mais ça reste une part importante des tests qui sont effectués. Des tests IHM, donc d'interface graphique, et encore des tests unitaires, mais moins que le modèle précédent. Dans quelle situation vous vous trouvez? Est-ce que dans cette situation ou celle-là? On retrouve effectivement sur beaucoup de projets une manière de faire des tests qui ressemble à ça. Ce modèle est simplifié. On retrouve que 3 niveaux de tests. Le premier niveau, ce sont les tests unitaires. Donc on teste chaque unité technique de l'application, donc aux composants techniques. Ce type de test n'existe que automatisé. Donc on peut voir du JUnit ou du PUnit, ça dépend de la technologie utilisée. Et la partie service qui centralise toute l'intelligence de l'application, et ça peut être accessible par une API, REST ou du SOAP ou autre chose. La partie IHM qui est la partie graphique, GUI. Donc la partie graphique, ça peut être un client lourd, ça peut s'exécuter aussi sur un navigateur. L'automatisation sur ce type de test peut se faire par exemple avec des outils tels que Selenium. On retrouve dans les projets d'automatisation ressemblent à celui-ci beaucoup de tests d'IHM, très peu de tests unitaires et beaucoup de tests manuels ou des tests exploratoires. Ça dépend. On trouve beaucoup de tests qui sont scénarisés comme les tests manuels et les tests exploratoires, ça dépend des projets. Ce modèle, il est sous forme d'un cône, un cornet de glace. Dans la pratique, on trouve que cette manière de faire les tests n'est pas la meilleure. Et Mark Cohn nous explique pourquoi. Donc sur 3 niveaux, le premier niveau des tests unitaires, que ici on voit qu'il prend la majeure partie de l'effort de test. C'est là où on centralise une grande partie de l'effort de l'automatisation, puis la partie service où on fait moins de tests, mais ça reste une part importante, et beaucoup moins d'efforts d'automatisation de tests sur la partie IHM comparé au modèle précédent. Et les tests manuels, ils ne sont pas abandonnés. Même si on travaille en agile, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas du test manuel. Comme on dit, le roi est mort, vive le roi. Les tests manuels sont morts, vive les tests manuels. Pourquoi ce modèle-là, en forme de pyramide, serait meilleur que ce modèle-là, en forme de cône? Déjà, il y en a un qui semble plus stable que l'autre. L'accent est mis ici sur les tests unitaires. Ces tests-là sont des tests particuliers, c'est qu'ils sont faits par les développeurs. Et ils sont faits avec le même langage que les développeurs utilisent pour développer l'application. Donc il n'y a pas besoin d'apprendre un nouveau langage d'automatisation. La deuxième chose, c'est que contrairement aux tests d'IHM, quand il y a un bug, les tests unitaires donnent une information précise où se situe le bug. On te dit, le bug, il est à la ligne 63 de la classe X ou Y, ce qui est une information pertinente. La troisième chose, c'est que le principe de l'automatisation, quand on va vers l'intégration continue et le déploiement continu, on veut qu'à chaque fois qu'on commit, des tests de régression soient exécutés de façon rapide pour que les actions d'intégration continue s'enchaînent rapidement. Ça matche parfaitement avec les tests unitaires parce que les tests unitaires sont des tests rapides dans leur exécution. Contrairement aux tests d'IHM où il y a beaucoup d'interfaçage et ça prend beaucoup de temps. Quand chaque action qui va appeler une bibliothèque, un API ou des services externes, donc il y a les boutons de l'IHM qui eux-mêmes sont connectés à du code qui va appeler un autre code. Donc cette connectivité-là prend du temps. Elle est lente. Quand un test d'IHM échoue, est-ce qu'on connaît précisément quelle ligne de code où il y a une erreur? C'est plus difficile. Il faut un effort de débogage. Par exemple, quand il y a un problème ici, le message d'erreur, c'est qu'il y a un problème sur la façon de rapporter la donnée qui est dans la base de données. C'est une information moins précise que celle fournie par les tests unitaires. Mais est-ce que c'est suffisant de faire des tests unitaires, donc d'avoir une bonne couverture des tests unitaires? Par exemple, 70%, 80% du code ou des conditions qui sont sur le code. Ce n'est pas le cas. Parce que les tests unitaires nous assurent que le code fonctionne bien, mais ne donnent aucune garantie sur la correspondance entre le comportement actuel de l'application et le comportement attendu de l'application. C'est là
où la couche service intervient. La couche service, c'est là où il y a la majorité, où il y a toute l'intelligence de l'application. On va prendre un exemple d'une application. Donc c'est un système qui est lui-même composé de plusieurs modules, composants ou d'unités qui sont liés entre elles grâce à des interfaces quelconques et avec d'autres systèmes via une autre interface. Ce système-là, c'est le système sans son interface graphique. Il interagit avec les utilisateurs, avec le monde externe, grâce à une interface graphique. Donc la page web communique avec le système via des messages, donc des requêtes et des réponses de requêtes. Quand l'utilisateur renseigne les valeurs et appuie sur un bouton, une requête est envoyée au système, un message avec deux arguments, et le système répond avec le résultat. Donc tout le travail, toute la logique et l'intelligence de l'application, elle est faite ici. Quand on fait un test d'IHM, le test il va ressembler à quelque chose comme ça. On va à la page calculatrice, on renseigne la valeur 1, on renseigne la valeur 2, on appuie sur Add. Ça c'est le test 1. Et par exemple, un premier test serait aller à la page calculatrice, renseigner la valeur 1 avec la valeur 1, renseigner le champ 2 avec la valeur 9, appuyer sur Add, afficher le résultat. Le deuxième test, c'est aller à la page calculatrice, renseigner le champ 1 avec la valeur 15, renseigner le champ 2 avec la valeur 90, appuyer sur soustraire. Un test 3, la même chose, aller sur la même page, renseigner les mêmes champs et appuyer sur Add. Donc on voit ici qu'il y a une redondance. Ces éléments-là, donc les champs et les boutons et la page elle-même, elle est couverte plusieurs fois dans plusieurs tests. Alors que ces tests-là n'apportent pas une grande valeur ajoutée parce que l'intelligence et le traitement, il est fait ici, par le système. Donc il y a la possibilité de tester toute cette logique-là dans la couche service en testant avec des tests boîte blanche tous les messages en changeant les valeurs sans passer par l'IHM. C'est tout l'intérêt de ce modèle-là, c'est que les tests qui sont faits, les tests qui apportent le plus de valeur ajoutée, qui sont rapides à exécuter, qui sont les moins coûteux, sont les tests unitaires et les tests services qui sont aussi des tests boîte blanche qui accèdent directement au code. Ça, c'est du code, c'est un appel de requête. Et puis les tests d'IHM ou les tests end-to-end, de bout en bout, c'est des tests qui sont moindres ici. Donc on fait que les tests qui apportent le plus de valeur ajoutée. Et tout le reste, il est déjà couvert par les couches inférieures. Et qui sont faisables par le développeur lui-même, avec le même langage de programmation qu'il a utilisé pour développer la solution. Et aussi, donc il reste la partie test manuel et test exploratoire qui doit être faite par un testeur indépendant de la vue technique. Donc les tests manuels avec des tests scénarisés et des tests exploratoires qui sont des tests non scénarisés. Donc ce qu'il faut retenir de cette pyramide de tests, c'est qu'il faut distribuer l'effort de test de façon intelligente, de façon à ce qu'on ait le maximum de valeur ajoutée par rapport à l'effort qu'on a fourni. Ce qui donne une stratégie, un modèle en forme de pyramide où les couches inférieures sont des couches où les tests sont plus rapides à exécuter et sont moins coûteux à exécuter. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à commenter en bas de page et mettre vos remarques, questions ou retours d'expérience. Merci beaucoup. Au revoir.